Sur notre planète bleue, la vie est présente partout ou presque. Des profondeurs de l'océan aux montagnes jusqu'au plus haut du ciel, en passant par les plaines, les forêts, les cours d'eau, partout, la vie foisonne sous des formes d'une incroyable diversité. Et pourtant, malgré l'abondance de la vie, un mystère persiste pour tous les scientifiques. Comment est-elle apparue sur la Terre? Et pourquoi sommes-nous incapables de la reproduire en laboratoire? Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Il y a des sujets qui me passionnent particulièrement et sur lesquels j'aime bien revenir régulièrement dans notre émission. Et le sujet d'aujourd'hui en fait partie, tout ce qui concerne les relations entre la science et la foi. Pour parler aujourd'hui des questions de l'origine de la vie, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à reproduire la vie en laboratoire, j'ai avec moi l'équipe d'Harmonie Science et Foi, Michel Dupuis, Jean-Robert Gardère, Daniel Capitanou. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Il est écrit. Alors, on va parler de ce sujet qui est quelque part à l'intersection de la science et aussi de la foi. On va d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette théorie qui aujourd'hui est quand même majoritaire dans le monde scientifique, selon laquelle la vie serait apparue à partir du monde inanimé? On parle, je crois, d'abiogenèse. Qu'est-ce que c'est la biogénèse, Daniel? La biogenèse, c'est un mot composé de trois mots. Quand on dit A, bios, genesis, cela veut dire la vie est générée dans de non-vie. C'est ça. C'est ça, ça veut dire la vie à partir de la non-vie. Ça, c'est une idée récente sur le plan scientifique ou philosophique, ou ça date de très longtemps? Ça date de l'Antiquité. Le premier connu pour avoir proposé cette idée est Anaximandre de Milet. Lui, il a envisagé l'idée que la vie a émergé de manière spontanée, c'est pour cette raison qu'on appelle la génération spontanée, à cause du soleil qui a réchauffé l'eau, qui a généré des poissons, ou bien des animaux semblables à des poissons, des amphibiens par exemple. Et à l'intérieur de ces poissons, de ces amphibiens, les humains ont pris naissance. Ils ont resté là-dedans jusqu'à l'âge de la puberté ou bien de l'adolescence, quand ils sont sortis sur la terre ferme pour se nourrir. Alors, c'est une version antique de la théorie de l'évolution, en quelque sorte. À peu près ça, oui. Et ça a continué à se développer? Oui, cette idée a été reprise de manière très académique par nul autre qu'Aristote, qui a défini l'émergence spontanée de la vie, ou bien cette théorie de la génération spontanée, comme ayant à la base un principe que lui, il appelait pneuma. Pneuma, donc en grec, qui signifie souffle, souffle esprit. Au esprit, au âme. Mais lui, il définissait ça comme la chaleur fondamentale. Comme un principe vital, en quelque sorte. Oui, à peu près ça. Un principe de vie. Alors, ça, c'était dans l'Antiquité. Jusqu'à nos jours, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont repris cette idée-là, qui l'ont développée? Oui, tout à fait. Il s'agit de saint Augustin qui, en commentant les 2 premiers chapitres de la Genèse, par exemple, le fait que la terre a donné des plantes, lui, il a dit, en reprenant l'idée d'Aristote, il a introduit cette idée de génération spontanée en précisant que Dieu a donné ce pouvoir à la terre et par extension à l'eau de générer la vie. Et c'est comme ça on a accueilli au milieu du christianisme l'idée de la génération spontanée. Cette idée-là, il me semble, si je me souviens un petit peu de mes cours d'histoire, qu'elle a été battue en brèche par des gens, par exemple, comme Louis Pasteur. Oui, tout à fait. Dans le fond,
cette idée a fait un bout de chemin à travers 2 millénaires, imaginez. Donc, lui, Pasteur, ce qu'il a fait, il a démontré que l'apparition de la vie de manière spontanée ne se retrouve pas dans le laboratoire. On ne le voit nulle part. En fait, il a montré que la vie procède toujours de la vie. Voilà, il a démontré que finalement, la génération spontanée n'existait pas. Donc, c'est ça qui est important pour nous là, de comprendre. Alors, Michel, la génération spontanée n'existe pas, mais on a essayé, à travers l'histoire plus récente, on va dire scientifique, on a essayé quand même de la reproduire, cette vie à partir du monde inanimé. Il y a eu des tentatives scientifiques. Oui, effectivement. Moi, je vais vous parler des hypothèses de l'évolution sur l'apparition de la vie qui aboutirait à la naissance de la première cellule dans une soupe océanique. Au début du premier quart du 20e siècle, une idée révolutionnaire dans la communauté scientifique elle a émergé et animé encore plus le débat. On parle d'Oparin et d'Alden, qui étaient des scientifiques qui ont émis l'hypothèse selon laquelle l'atmosphère primitive, avant l'apparition de la vie, serait nettement différente de celle d'aujourd'hui. Elle ne contiendrait ni azote ni oxygène libre, mais plutôt un mélange inhospitalier d'hydrogène, d'ammoniac, de méthane et de vapeur d'eau. Ça serait la soupe primitive, en quelque sorte. Absolument, absolument. Et donc, en fait, l'idée était de démontrer que les conditions supposées de l'atmosphère terrestre existaient avant et au moment de l'apparition de la vie. Ça aurait favorisé l'apparition de la vie? C'était oui, ça l'idée? Et voilà. Donc, et on va mettre, mettons, l'accent ici sur l'expérience de Stanley Miller. Alors, Stanley Miller, parlons-en. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Miller? Donc, plusieurs tentatives ont été faites, mais c'est la plus citée dans la littérature scientifique. C'est la plus citée, c'est ça. Et donc, en 1953, Miller a réalisé une expérience sous la direction du professeur Harold Urey, prix Nobel de chimie, pour tenter de prouver l'hypothèse d'Oparin et d'Alden. Donc, finalement, l'idée était de reproduire en laboratoire les conditions supposées de l'atmosphère terrestre. Donc, il utilisait un mélange de plusieurs gaz, comme j'ai mentionné tantôt, du hydrogène, de l'ammoniac, du méthane. On mélange tout ça, on met un peu d'électricité là-dedans. Ouais. Et voilà, donc, puis... ça donne quoi? Bien, donc, il a utilisé ce mélange-là et, en fait, il a utilisé une fiole remplie d'eau chaude représentant l'océan, aussi des étincelles produites par des électrodes pour simuler les éclairs atmosphériques. Et finalement, bien, à sa grande surprise, il s'est aperçu que le liquide a changé de couleur. Et au bout d'une semaine, bien, il a analysé la solution obtenue, puis il a mis en évidence quelques molécules chimiques, dont des acides aminés, qui sont les blocs constituants des protéines. Ça semblait prometteur. Alors, il y avait des acides aminés, on s'est dit ça pourrait être Et voilà. À l'origine de la vie. Mais moi, maintenant, je vais vous parler des failles de cette expérience. Alors, pourquoi on ne peut pas reproduire l'apparition de la vie en laboratoire? Il faut dire il faut dire aussi que c'est une expérience qui a provoqué une certaine commotion dans le milieu scientifique. Les gens ont explosé de joie en disant que oui, on a découvert comment est-ce que la vie serait apparue il y a 4,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années. Parce qu'on avait réussi à produire des acides aminés. Voilà. Mais en fait, Michel, vous dites non, c'est pas une expérience réussie pour prouver que la vie... Parce que au cours d'une entrevue réalisée en 2003, donc 50 ans après son expérience, l'expérience de Stanley Miller, bien, Miller a dû admettre lui-même que la vie ne pouvait pas apparaître dans des conditions chaudes comme il a simulé en laboratoire. La plupart des molécules qui constituent la base de la vie, dont les protéines, sont rapidement détruites par la chaleur. Mm-hmm. À titre d'exemple, les bases adénine, thymine, cytosine, guanine, qui sont les constituants de l'ADN, disparaissent en quelques jours, au plus quelques années.
et n'aurait pas pu s'accumuler en quantité suffisante avant de commencer des réactions de polymérisation, c'est-à-dire de transformer des molécules simples en molécules complexes. En plus, la synthèse des blocs qui constituent les protéines, donc les acides aminés qu'on parlait tantôt, bien, ça ne permet pas de supposer que ces macromolécules pourraient s'être formées au hasard dans le milieu naturel. Autrement dit, cette expérience-là, même si elle a produit des acides aminés, elle était très, très loin de pouvoir produire la vie. Oui, parce que dans le fond, les informations contrôlant la synthèse des protéines dans la cellule, bien, sont inscrites dans le code génétique, l'ADN, et sont traduites par un système complexe à l'intérieur de la cellule. Alors, M. Miller, 50 ans après cette expérience qui avait été enthousiasmante pour le monde scientifique, en gros, il dit, ce que j'ai fait, ça ne prouve pas du tout que la vie pouvait apparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que la communauté scientifique a essayé d'engendrer plus d'hypothèses. Puis la dernière dont on a connaissance, c'est en 2016. Un groupe de scientifiques japonaises ont émis la théorie que, voilà, dans un geyser radioactif, voilà, c'est là où la vie aurait émergé. Donc, on a tout tâtonné, on a tout essayé. Il faut juste dire que toutes les hypothèses qu'on a présentement, la communauté scientifique les ont combattues de manière vigoureuse. En disant, finalement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, Jean-Robert? Normalement, la vie serait apparue à partir d'une cellule primitive, donc selon l'hypothèse de l'évolution. En fait, pendant longtemps, même à l'époque de Darwin, une cellule, on pensait que c'était juste une petite tache donc on pouvait observer donc, au microscope. Mais aujourd'hui, avec la biologie moderne, on réalise que c'est une entité extrêmement complexe. La cellule est à la base de la vie, c'est la plus petite unité donc, de tous les organismes donc, vivants. Donc notre corps est composé de cellules et tous les êtres vivants. Un organisme humain est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. Et ça, c'est un chiffre quand même très, très conservateur parce qu'on ne connaît pas le nombre exact. On peut juste parler de centaines, de milliers, de milliards. Et une seule cellule, c'est très complexe, vous nous dites. Une seule cellule est extrêmement complexe. Et le professeur Richard Dawkins, par exemple, qui est un athée convaincu, dans son livre L'horloger aveugle, il dit que les faits et les phénomènes décrits dans un livre de physique sont beaucoup plus simples qu'une seule cellule du corps de l'auteur. Donc, c'est juste pour montrer l'extrême complexité de cette cellule-là. Et aujourd'hui, il y a même des biologistes qui vont pousser la note un petit peu plus loin, qui vont comparer une cellule à une usine et sophistiquée et même une ville. J'ai eu l'occasion de lire des ouvrages sur ce sujet. On compare une seule cellule à une usine ou à une ville. Donc, c'est d'une complexité inouïe. Exact. Alors, ça rend extrêmement difficile l'hypothèse selon laquelle, à partir simplement de réactions chimiques sans aucune intelligence impliquée, on puisse avoir la vie apparaissant. Exact. Pour faire un lien avec l'expérience de Miller dont Michel a parlé tantôt, l'idée, c'est que, supposons que Miller a dit, même si j'arrivais à fabriquer ces fameux blocs qui seraient à l'origine de la vie, le problème n'est pas réglé parce que c'est comme si, par exemple, si on revient à l'analogie de l'usine, on veut construire une usine. Ça prend quoi? Ça prend du sable, du ciment pour fabriquer des blocs. Même si on arrivait à fabriquer tous les blocs, on les dépose, mais ça prend quand même donc, des intelligences pour mettre ces blocs-là ensemble pour arriver à construire l'usine. Donc, en gros, c'est ça le défi. Oui. C'est un peu comme essayer d'expliquer les œuvres de Molière en faisant l'analyse chimique du papier et de l'encre qu'il a utilisé. Ou une symphonie de Mozart, simplement à partir des notes. Oui, c'est ça. Donc, on est loin parce que ce sont des domaines qui sont entièrement différents. Ça veut dire le support, et ça d'un côté, et de l'autre côté, l'information que cela englobe. Donc, ce sont des choses complètement différentes. Exact. Quand on a mentionné tout à l'heure, on a mentionné l'ADN, par exemple, on sait que l'ADN, c'est au cœur de la vie. Oui, or c'est d'une complexité inouïe. Ah oui, par exemple, l'ADN humain, c'est 3 milliards de paires de lettres agencées donc, dans la bonne séquence pour produire chaque organisme. Donc, et la cellule fait
tout ça, la cellule, c'est le siège, une seule cellule, c'est le siège de milliers de réactions chimiques différentes. Donc, c'est vraiment et une entité À chaque qui... seconde. Voilà, exact, exact. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques très, très influents dans le monde académique qui admettent l'évidence. Alors, justement, j'allais poser la question. On a eu Louis Pasteur. On s'est dit, bon, là, la génération spontanée, c'est fini. On s'est rendu compte qu'en réalité, les scientifiques ont continué à bâtir sur l'idée que la vie serait apparue à partir du monde inanimé. Moi, c'est ce que j'ai appris quand j'allais à l'école. C'est ce qu'on entend dans beaucoup d'émissions scientifiques. On dit on a fait des expériences, finalement, on doit reconnaître que ça n'a pas marché, qu'il faut qu'il y ait une intelligence qui soit impliquée. Est-ce qu'aujourd'hui, les scientifiques arrivent à reconnaître qu'ils sont à une impasse? Bien, moi, tantôt, on parlait de l'expérience de Stanley Miller. Je peux même citer ce qu'il a dit en 2003. Qu'est-ce qu'il nous a dit, M. Miller? Alors, au cours d'une entrevue accordée en 2003 au magazine français La Recherche, voici ce que Stanley Miller a dit. Et ça vient de lui. Ce sont ses mots. Et ce sont ses mots. Aujourd'hui, les mécanismes de synthèse des protéines dans les cellules reposent sur l'existence préalable d'autres protéines, d'enzymes et de molécules qui portent le code génétique. J'avoue que je n'ai pas d'idée sur la façon dont tout cela a commencé. Autrement dit, si je résume, dans la cellule, on a besoin de l'ADN pour faire la synthèse des protéines, mais on a besoin aussi de protéines pour aider l'ADN à faire la synthèse des protéines. Qui était là avant? Et voilà, donc l'un ne va pas sans l'autre et l'un n'est pas arrivé avant l'autre. Alors, avec cette citation-là, ça démolit finalement... C'est pour ça que M. Miller dit, moi, je ne sais pas comment c'est arrivé. Oui. Jean-Robert, vous vouliez aussi citer... Oui, il y a des autres scientifiques qui m'intéressent beaucoup. C'est Claude Allègre, géophysicien français, dans son livre « Dieu face à la science », il dit « Quant à l'apparition de la vie elle-même, le mystère reste entier. Force est de reconnaître l'état des lieux. On ne sait pas reproduire la vie en laboratoire, ni de près, ni de loin. Jusqu'à preuve du contraire, la vie est un phénomène unique dans l'univers. D'où venons-nous? L'univers a-t-il un sens? » Et la dernière phrase est très éloquente. La science n'a pas et n'aura jamais de réponse à ces questions. Et elle doit le dire sans honte. C'est rare qu'un scientifique va utiliser le mot « jamais ». Parce qu'on dit que la science, c'est une œuvre en progression. Mais quand un scientifique, lui-même évolutionniste, dit que la science ne pourra jamais expliquer les origines de la vie, il sait de quoi il parle. Donc, c'est comme un aveu d'impuissance. Il y a même aussi Harold Urey, justement, qui était le chef de projet de Stanley Miller, que Michel a cité tantôt. Lui, il dit que nous croyons comme un acte de foi que la vie serait apparue à partir de la matière non vivante. Donc, c'est un acte de foi comme les chrétiens qui ont la foi en un Dieu créateur. Comme les croyants qui parlent d'un Dieu créateur. En fait, les évidences, de ce que je comprends, de ce qu'on a partagé ensemble, les évidences semblent montrer que la vie émergeant de l'inanimé, c'est du domaine de l'impossible. Que ce soit sur le plan théorique ou que ce soit sur le plan de l'expérience. Exact. Pourtant, on relate encore les expériences de Stanley Miller dans les livres de sciences que nous avons au secondaire. Alors, on voit la description de son expérience, puis on approuve cette expérience-là, alors que lui-même, 50 ans après, a dit ça marche pas. Il a réfuté cette expérience-là, que ça ne pouvait pas fonctionner. Jean-Robert? Puis l'autre élément aussi, c'est qu'il faut comprendre que pour tout ce qui concerne donc l'explication de l'extrême complexité de la vie, la science a fait des avancées extraordinaires et il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais en ce qui concerne l'explication des origines, on voit clairement que ça ne peut pas entrer dans la démarche scientifique. Donc, la science, comme Claude Allègre le dit lui-même, la science n'a pas à expliquer donc, les origines de la vie, elle a juste à nous expliquer la grande complexité qu'il y a justement donc, derrière les phénomènes vivants. Daniel? Si la science n'a pas réussi à apporter ses preuves, cela ne veut pas dire qu'elle est empêchée de dire franchement ce qu'elle pense.
Puis quand on dit la science, on parle de la majorité des scientifiques parce que la science existe grâce à eux. Donc la majorité, eux, ils pensent que la vie, voilà, elle est apparue de manière spontanée, tout comme les prédécesseurs de l'Antiquité pensaient que, oui, voilà, c'est ça son origine. Il faut juste dire que ceux qui se sont penchés sur la question de la vie ont reconnu le cauchemar technologique que la reproduction de la vie de zéro jusqu'à l'infini, donc jusqu'à sa conclusion finale, donc reproduire de façon absolument mécanique tout ce qui existe dans la vie, c'est un cauchemar technologique. Donc, pour quelle raison? Parce que la complexité est tellement inouïe qu'on a raison de se demander comment ça se fait-il que l'hasard soit capable d'engendrer un tel cauchemar technologique, qui est la vie. Et on peut sérieusement en douter. Oui, c'est sûr. Exact. Les amis, on ne va pas aller jusqu'au bout de ce sujet. Évidemment, il est immense. Mais merci d'avoir partagé un petit peu avec moi les avancées sur le plan scientifique. Je pense que ce que vous avez partagé avec nous rappelle que même si nous ne pouvons pas, nous, en tant que croyants, prouver que Dieu est à l'origine de la vie, en tout cas, les évidences nous montrent qu'il y a une intelligence prodigieuse derrière la vie. Et si on doit faire un acte de foi, c'est peut-être plus sûr de faire l'acte de foi du côté d'un créateur intelligent que du côté d'une matière totalement dépourvue d'intelligence. Et là, je pense que vous avez évoqué un principe qui a été énoncé, si je ne me trompe pas, par Socrate, qui dit que dans la recherche de la vérité, il faut être prêt à aller là où l'évidence mène. Donc, l'évidence nous mène, en ce qui concerne la complexité de la vie, l'évidence mène vers un grand architecte, un concepteur. Merci à tous les trois. On aura sans doute l'occasion de se retrouver. Merci. En fait, ce qu'on vient de partager ensemble aujourd'hui vient conforter le grand message de la Bible. Vous savez, quand on ouvre la Bible, à la première page, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au verset 1er, il est dit « Au commencement, Dieu créa ». Et j'aime beaucoup la manière dont le prophète Ésaïe, des siècles plus tard, l'a exprimé, chapitre 40 de son livre, en disant ceci « Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. » Bonjour, chers amis. Je suis vraiment content de pouvoir partager à nouveau avec vous l'offre de cette semaine qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Entre mes mains, j'ai un livre qui a pour titre « Création d'un créateur au hasard de l'évolution », écrit par Dr. Marco Terreros, qui va simplifier pour nous la tâche. En d'autres mots, je ne suis pas scientifique, donc c'est beaucoup plus facile. Ça a été facile pour moi de comprendre et je suis convaincu que ça va être facile aussi pour vous de comprendre ce qui est écrit dans ce livre-là, des choses très importantes. Le livre contient aux alentours de 100-180 pages, et puis je peux le diviser en deux parties. Il y a plusieurs chapitres qui vont se centrer sur l'existence de Dieu, comment est-ce qu'on peut dire, à partir de certains arguments, que Dieu existe. Et par la suite, la deuxième partie se concentre plus avec la science. Donc, est-ce que la science est fiable? J'ai lu quelques chapitres, les titres du chapitre. Donc, par exemple, la science doit-elle avoir le dernier mot? Ou les limites encore de la science, relation de la science et la Bible, l'origine des combustibles fossiles. On va parler de l'extinction des dinosaures aussi. Donc, des titres quand même assez intéressants et qui sont présentés quand même assez facilement. Donc, je vous encourage fortement à pouvoir le procurer, de pouvoir passer à travers. Ça vous donnera une introduction à ce thème qui est très important. La création, est-ce que ça vient d'un créateur ou de l'évolution?
vous encourage à pouvoir vous le procurer pour 13 plus les frais de port. Je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup, Alberto. Surtout, n'hésitez pas à profiter de notre offre de la semaine. Et maintenant, je laisse la place à Caroline pour notre capsule santé. C'est tellement bon pour la santé, les oméga 3, que dès qu'il y en a même une toute petite quantité dans un produit, ça est écrit sur l'emballage. Mais au fait, ça sert à quoi les oméga 3? Est-ce que vous en consommez? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Eh bien oui, on en a tous vraiment besoin et ce, dès que nous sommes dans le ventre de notre mère. Les oméga 3 jouent un grand rôle dans le développement et le fonctionnement de notre cerveau. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des préparations lactées pour nourrissons sont enrichies d'oméga 3, mais cet ajout remonte à moins de 20 ans. Le lait maternel, quant à lui, en contient une bonne quantité, en fait, la quantité parfaite. Alors, si vous êtes une future maman, voici une autre motivation pour l'allaitement maternel. Les oméga 3 sont bénéfiques aussi sur le cœur, les yeux, la peau, les ongles, les cheveux, même sur le sommeil, l'humeur et la dépression. Une carence en oméga 3 peut apporter différents problèmes, dont un particulièrement plus étudié depuis 2016. Les chercheurs ont découvert que le manque d'oméga 3 augmente réellement le risque de dépression. Alors oui, on a vraiment besoin des oméga 3. Si vous achetez des produits enrichis en oméga 3, c'est bien, mais comment être certain d'en avoir vraiment assez chaque jour? Les poissons et les huiles de poisson en sont très riches, mais à cause des métaux qu'ils contiennent, c'est préférable de choisir des sources végétales. Selon différentes sources, notre apport quotidien devrait se situer entre 500 et 1000 mg par jour. Donc, voici 5 bonnes sources d'oméga 3 végétales. Huile de graines de lin, 2500 mg pour une cuillère à thé. Graines de lin moulues, 500 mg par cuillère à thé. Les graines de chia, 1600 mg pour une cuillère à thé. Les noix de Grenoble hachées, 2000 mg pour un quart de tasse. Et un avocat, environ 220 mg. Les valeurs peuvent varier un peu, c'est sûr, selon la source que vous regardez. Est-ce qu'on peut en avoir trop? Si on utilise une source d'origine végétale, apparemment non. Quelle bonne nouvelle! Alors, gâtez-vous, prenez des oméga 3. En terminant cette émission, je veux remercier Caroline pour cette capsule santé. Merci aussi à Alberto, merci à mes invités du jour, merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible cette émission. Et puis merci à vous d'être là fidèlement chaque semaine à l'écoute d'Il est écrit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »